Monsieur Tahan, il est clair aujourd'hui que l'Occident est en train de subir les contre-coups de sa politique déstabilisatrice du monde en général et du monde arabo-musulman en particulier. L'Occident continuera-t-il à utiliser cet ennemi, dirais-je, utile, maintenant qu'il frappe sur son territoire, ou bien va-t-il enfin se décider à le combattre? Vous savez, malheureusement, l'Occident n'est plus maître de lui-même, si on entend par cela l'Europe. Les Américains, c'est différent. Les Européens, pour le moment, suivent la musique américaine. Mais les Américains ont fait des dérapages. Ils ont cru qu'ils arriveraient à maîtriser ce monstre qu'ils ont créé. Oui. Maintenant, ce monstre est sorti un peu de leur tutelle. Alors peut-être qu'ils vont décapiter les têtes et l'orienter autrement. Vous savez, l'utilisation et l'instrumentalisation des frères musulmans, du djihad, de l'islam n'est pas nouvelle. Oui. Elle a été utilisée contre Nasser à l'Arabie Saoudite et par les frères musulmans qui étaient installés à Genève à l'époque. Et puis après, il y a eu une instrumentalisation contre les soviétiques en Afghanistan. En Afghanistan, oui. Et puis après, aujourd'hui, on l'a instrumentalisé contre la Syrie. Ils ont découvert qu'une lutte interconfessionnelle sunnite-chiite était géniale comme idée, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'intervenir militairement, on les laisse s'entretuer, en déstabilisant ces pays-là, en opposant les sunnites et les chiites. Et dans les pays sunnites, où il n'y a pas de chiites, on a créé justement cette tendance radicale où des sunnites massacrent d'autres sunnites au nom de l'islam toujours. C'est le cas par exemple de l'université qui a été créée par les Saoudiens en Afrique et qui inonde l'Afrique noire et blanche, c'est moi le terme, d'imams wahhabites. Et de là, il ne reste comme pas pour tomber dans le daéchisme ou l'excès, tout bête. Et c'est ce qui se passe. Ils ont essayé de déstabiliser le Maroc, ils ont déstabilisé la Tunisie, la Libye, l'Algérie est programmée, mais l'Algérie est vaccinée dans la mesure où elle a connu cela il y a bientôt 25 ans, 3 décennies presque. Oui. Et que les gens savent ce que c'est, cette guerre interconfessionnelle au nom de l'éveil de l'islam et du retour aux sources. Mais quand même, ça continue de sévir au Yémen. Alors, vivement que ces pétromonarchies connaissent le printemps, un vrai printemps arabe. Et comme ça, le monde entier sera débarrassé du dogme terroriste wahhabite ou autre. D'accord. Voilà. Venons à la Turquie maintenant. La Turquie et la situation qui prévaut en ce moment après le coup d'État. Et comme je sais que vous allez vous étaler, vous allez répondre à d'autres questions. Bref, je pourrais être très bref. Alors la Turquie, en 2 mots, Erdogan est un frère musulman. Il a été déjà emprisonné il est corrompu. Il s'est fait aider par l'organisation Hizmet, la service de Fethullah Gülen, pour arriver au pouvoir. Et après, maintenant, il se plaint de l'État parallèle, c'est-à-dire les gens qui soutiennent Fethullah Gülen. Fethullah Gülen, évidemment, s'est révolté contre Erdogan après cette alliance, quand il s'est rendu compte que Erdogan était un pourri, tout comme son parti, et il y a des milliards qui ont disparu. C'est à cause de cela que Erdogan se tue pour rester au pouvoir. Et c'est parce que s'il tombait, il serait jugé, condamné, pire que... Enfin, il connaîtrait un sort pire que celui des généraux qu'il est en train de condamner. Preuve en est, c'est qu'on ne voit pas pourquoi dans un coup d'État militaire, on arrête, je ne sais pas, 2650 juges. Oui. De l'appareil judiciaire. Alors, que vient faire l'appareil judiciaire dans le coup d'État? Vous voyez?
Alors, moi je crois que sans doute la Turquie connaîtra d'autres remous plus importants et peut-être Erdogan sera renversé. S'il n'est pas renversé, c'est un peu le cheval de Troie de l'islamisme en Europe. Il continue à faire chanter l'Europe avec le problème des réfugiés. Oui. Ceci dit, il est plongé jusqu'au cou. Il est plongé jusqu'au cou dans ses relations avec toutes les organisations terroristes du coin, Daesh, et il reçoit de l'argent de toutes ces pétromonarchies et des services secrets à un moment donné étrangers pour semer ce désordre au Moyen-Orient dans l'espoir d'avoir une nouvelle frontière, de nouvelles cartes, de nouveaux pays sunnites orthodoxes qui seraient sous sa tutelle. Et c'est un des projets américains au départ. On assiste à l'échec de ce projet-là. Oui. Une sorte de Sunnastan qui s'opposerait à Damas, Hezbollah, Bagdad et Téhéran. Voilà en gros. Alors, les Américains jouent double jeu avec les Kurdes, les soi-disant démocrates, mais en même temps, ils voient d'un bon œil, par exemple, que les daïchistes qui fuiront Mossoul débarqueront en Syrie. En tout cas, la Turquie est mal partie et candidate à un éclatement parce que tout le monde sait qu'il y a 20 millions de Kurdes, autant d'Alévis, Arabes et Turcs, peut-être 10 millions de laïcs, 10 millions d'adeptes de Fathallah Gülen. Qu'est-ce qui reste pour Erdogan? Le pauvre peuple sunnite démuni qui est pris par le populisme et la démagogie et souvent la corruption pour être du côté d'Erdogan. Alors le projet d'Erdogan, c'est à mourir de rire. Il veut tout attacher à sa personne. C'est-à-dire c'est une dictature constitutionnelle. Oui. On n'a jamais vu ça dans l'histoire qu'au temps des nazis. Hein, où le président concentre entre ses mains tous les pouvoirs. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Turquie. Alors, est-ce que la Turquie pourra continuer à jouer un rôle en Irak et en Syrie? Je ne le pense pas, parce qu'il faut déjà qu'il pense ses blessures intérieures. Parce que la situation intérieure est très grave. Il n'y a plus les coups des franches pour intervenir ici et là. Voilà en gros la Turquie. En familier, je vous dirais, la Turquie est mal barrée avec Erdogan. Et l'Occident commence à voir que Erdogan est en danger islamiste. Je n'en veux pour preuve que l'assemblement à Cologne hier de milliers de Turcs qui voulaient par vidéoconférence écouter un discours d'Erdogan, et évidemment Merkel est intervenue avec son ministre d'Intérieur, je crois, pour arrêter cette comédie et dire que c'était pas dans les mœurs et c'était pas constitutionnel de transmettre le discours d'un président vis-à-vis d'une population qui est à l'étranger. Donc, il est grillé. Mais maintenant, vous savez, la politique, combien de temps garder des gens grillés pendant des décennies parce qu'ils servaient à quelque chose. Pour conclure, je dirais que la Turquie n'a plus son poids comme auparavant, ni au sein de l'OTAN, ni dans les relations internationales, parce qu'elle a perdu son rôle stratégique. La Turquie servait contre l'Union soviétique. Maintenant que l'Union soviétique n'existe plus, à quoi sert la Turquie? Ma question suivante, c'est que les experts indiquent qu'Erdogan veut se débarrasser de ses alliés, qu'il accuse d'être derrière le putsch qui visait à le renverser et se rapprocher de la Russie. Vous en pensez quoi? Je ne pense pas. Je crois pas que tout ça, que l'Occident serait contre lui parce qu'il se rapproche de la Russie. Donc, ça ne me convainc pas du tout. Les Occidentaux s'éloignent de lui tout simplement parce qu'ils ont compris que c'était un islamiste et qu'il était dangereux pour l'Europe. Et rien que
Non, vous m'avez mal compris, Monsieur Tahan. C'est lui qui veut se débarrasser de ses alliés quand il a découvert que c'était les États-Unis qui a voulu le renverser. Mais je ne vois pas ce que la Russie... Non, les États-Unis n'ont pas voulu le renverser. C'est pas vrai, ça. Non. Bon, pour moi, le coup d'État turc, c'est une révolution où des militaires cherchaient à se débarrasser d'un dictateur qui s'appelle Erdogan. Ça a échoué. Alors lui, il veut en profiter. Comme il sait que les Fethullah, les gulenistes sont contre lui et ont démasqué sa corruption et sont vraiment des gens compétents, il veut nettoyer l'État et mettre des gens de son parti, c'est tout. Donc, là, les États-Unis n'ont rien à voir avec ça. Et c'est pas parce qu'il s'est rapproché de la Russie qu'il voulait le déboulonner, je ne pense pas, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui prouve que les États-Unis trempaient dans cette affaire de coup d'État. D'accord. Rien. Ça, c'est des thèses qui circulent dans la presse arabe, qui, à mon avis, sont très peu convaincantes. Parce que chez les stratèges arabes, il y a des raccourcis très faciles, souvent, auxquels je n'adhère pas. Voilà. Moi, je vois pas du tout. Ma dernière question, M. Il y a une seule chose. Un sénateur américain avait tweeté que si jamais il y a un coup d'État contre Erdogan, lui, il serait favorable et il faudrait que les États-Unis soutiennent ce coup d'État. Un sénateur. D'accord. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Oui. La situation est en train de d'évoluer en Syrie en faveur de l'armée syrienne. Pouvez-vous nous donner plus de précisions? Alors, à Alep, l'armée syrienne, avec l'aide des Russes, a réussi à encercler le quartier est de la ville où sévissent les islamistes et où la population civile est l'otage de ces islamistes. Le président Assad a accordé 8 corridors couloirs humanitaires pour les civils et 1 ou 2 pour les djihadistes armés. Il leur a donné un délai de 3 mois. La réponse américano-djihadiste était que Al-Nusra ne s'appelait plus Al-Nusra et a attaqué hier soir pour casser cet encerclement, mais c'est ridicule. Pour le casser, ils attaquent les quartiers sud-ouest d'Alep, donc qui n'ont rien à voir avec la partie encerclée, justement, assiégée, dans l'espoir de couper le ravitaillement de l'armée syrienne sur cette voie-là. Mais l'armée syrienne a plusieurs voies d'approvisionnement. Et apparemment, il y a des combats durs, oui, mais pour le moment, Al-Nusra n'a pas réussi à couper la route d'Abbas-Alep par le sud. Voilà en gros la bataille d'Alep. Alors évidemment, le chef des services secrets américains dit que la Syrie ne serait jamais comme avant, sans doute. Ça, moi j'en avais parlé, oh là là, il y a 3 mois, au mois de janvier, où j'ai dit que les Américains étaient en train de construire une base militaire à Armelen. Aujourd'hui, avec les Français, ils ont construit une autre base à Ain al-Arab, Kobané. C'est-à-dire leur projet, et ça j'en ai parlé il y a longtemps, que c'est de décapiter Daesh et de créer un Sunnistan qui s'opposerait au croissant chiite ou à l'axe de la résistance qui existe aujourd'hui, qui unit Hamas, Hezbollah, Bagdad, Téhéran et les Russes. Comment vous appelez ça? Un sou? Le croissant chiite. Non, pas un Sunnistan. Un Sunnistan. Sunnistan. Il y a l'Afghanistan, il y a le Sunnistan. Il y a un pays sunnite qui s'opposerait à cela. Alors on va décapiter les chefs de la... C'est moi qui ai lancé le terme de ce projet américain.
Un Sunnaftan. Contre les chiites, on va créer un Sunnaftan. On va dire, bon, ce Baghdadi, on va le zigouiller. Et puis installer un pays moderne, une nouvelle carte. Très bien. Par exemple, une carte qui unifierait le nord de l'Irak sunnite et le sud, l'Anbar, le Mosul, Deir ez-Zor, Hasaka, Raqqa. Voilà, un nouveau pays sunnite et le mettre sous tutelle saoudienne ou turque ou turco-saoudienne. D'accord. Mais je crois que c'est un scénario peu jouable parce que les Iraniens et les Russes ne l'admettront jamais. Non, cela n'empêche que les Américains aident les Kurdes à Ain al-Arab, Kobané, et puis ont 2 bases militaires et espèrent bien orienter les fuyards parmi les Daïchistes de Mossoul vers la Syrie. Ça a commencé il y a quelques jours, pour casser l'armée syrienne régulière. Voilà.